Je suis professeure documentaliste au collège Saint-Louis à Lorient. Et donc, je vous remercie de participer à ce webinaire sur le plan de travail. Vas-y, Gaëlle. Oui, désolée, je n'ai pas de caméra, j'ai un problème technique aujourd'hui. Donc moi je me présente, Gaëlle Lemoine, je suis enseignante en histoire-géographie UMC au collège Saint-Gilda de Brec. J'ai un niveau 6e, 3e et donc je fais partie de l'équipe d'animateurs à la DDEC. Et puis nous avons Armelle. Je vais clôturer, donc Armelle Méard, moi je serai à la technique, donc normalement vous ne devriez pas beaucoup m'entendre, c'est moi qui coupe les micros. Armelle Méard, je suis coordinatrice pédagogique à la DDEC pour la partie collège-lycée. Je suis également enseignante en mathématiques au lycée Sainte-Anne-d'Auray. J'ai des terminales STMG cette année. Et voilà, donc on a monté cette animation avec Gaëlle et Lydia pour partager vraiment en toute humilité les expériences que nous on a pu avoir et puis les ressources qu'on a pu croiser. Et on souhaite dans cette première partie au moins vous présenter ce que ça peut être un plan de travail et puis surtout dans la deuxième partie être dans l'échange pour voilà, continuer tous à avancer dans ce domaine. Et éventuellement répondre à vos questions. Ouais, tout à fait. Donc pour cette première partie qui va durer une demi-heure, on va couper nous nos caméras et on va laisser Gaëlle et moi le micro. Donc on vous demandera à tous de couper vos caméras et vos micros. Et dans la deuxième partie, on vous répartira par salle. Il y aura 2 salles, comme vous l'a expliqué Armelle, une salle qui sera dans laquelle ça sera vraiment ceux qui découvrent le plan de travail. Et la deuxième salle sera avec Gaëlle où ça sera plutôt ceux qui ont déjà expérimenté, tâtonné dans le plan de travail et ils pourront poursuivre cet échange et cette expérimentation avec Gaëlle dans cette deuxième salle. Puis ensuite, on se retrouvera tous en même temps vers 15h15 pour une mise en commun, pour des échanges également qu'on espère fructueux. Voilà. Donc, je coupe ma caméra. Donc, tu commences, Gaëlle? Alors, donc c'est une animation qu'on a déjà proposée, donc on avait été un peu plus lentement, donc on va être peut-être un peu plus rapide. Il ne faut pas hésiter à poser des questions dans la partie conversation. Hein, s'il y a besoin de revenir sur certains points, n'hésitez pas. L'objectif, c'est quand même qu'on puisse échanger au maximum, donc on va peut-être aller un peu plus vite en sachant que vous aurez accès au diaporama qu'on vous enverra à la fin de l'animation. Donc, on va juste définir rapidement ce qu'est un plan de travail. Hein. Donc, c'est un dispositif pédagogique qui permet, qui est pour l'élève, hein, qui permet à chaque élève de construire un parcours pour atteindre un objectif commun. Alors, c'est vrai qu'au départ, le plan de travail, on peut appeler ça comme une sorte de feuille de route. Hein. Moi, au départ, je l'ai plutôt utilisé sous forme de feuille de route. Et puis petit à petit, hein, on arrive à construire un plan de travail de façon à ce que l'élève, en fait, soit lui-même acteur de son parcours d'apprentissage avec un temps fixé, des objectifs d'apprentissage. Alors, ça peut être sur un temps, sur une séquence, ou bien ça peut être sur la semaine, ou bien ça peut être sur un petit moment dans la séquence. Ce qu'il faut surtout dédramatiser, parce qu'on va vous montrer des exemples, c'est vrai qu'au départ, ça peut faire un petit peu peur, mais en fait, on tâtonne un petit peu au début, et puis petit à petit, en fait, vous allez mettre en place des éléments, et puis construire ces plans de travail, mais ce sont des outils très intéressants, notamment lorsqu'on est en distanciel présentiel, hein, on l'a eu l'année dernière, et puis on l'a expérimenté à nouveau cette année. Ça permet quand même de faciliter au niveau du travail, puisque finalement, l'élève a le même outil, hein, la même feuille de route, on va dire, et avec les activités à faire dans l'ordre qu'il le souhaite. Ça dépend comment on va construire son plan de travail, ou bien sous forme linéaire, mais ça permet de varier également les modalités d'apprentissage. Alors, on vous a mis hein, dans le plan de travail une petite vidéo explicative qui est intéressante, sur laquelle vous pourrez revenir, qui sera à votre disposition. De toute façon, on vous a mis toute une ressource à la fin du PowerPoint.
Alors, on va alterner le temps, on va alterner, on fait comme ça, Gaëlle. Oui. Alors, le plan de travail, donc, c'est vraiment le document élève. C'est-à-dire que vous allez, sur un plan de travail, vous allez mettre toutes les activités, toutes les tâches que doivent effectuer vos élèves durant la séquence. Ça peut être sur une séquence, ça peut être sur plusieurs séquences, ça peut être sur un moment dans une séquence, ça peut être sur... oups, on a perdu le diaporama. Ça peut être également sur une démarche de projet également. Alors, je ne sais pas si Armelle va pouvoir remettre la diapo. Ce qui est important, c'est vraiment au départ d'expliquer ce plan de travail à vos élèves. D'accord? Et ça s'inscrit dans un temps. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une séquence, un moment de la semaine, mais surtout, il faut expliquer l'objectif de ce plan de travail et ce que vous souhaitez travailler à travers ce plan de travail. Donc, c'est un support pour l'organisation de l'élève. Okay. Donc, je vais continuer le déroulé sur la diapo qui va sans doute réapparaître. Merci. Alors, sur cette diapo, il y avait un temps bien précis qui était aussi pour l'enseignant. C'est vraiment un travail en amont. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on organise avant. C'est quelque chose qui demande un travail assez important et conséquent sur les premières élaborations de plans de travail, parce qu'il demande de réfléchir vraiment tout au processus d'apprentissage et de l'élève. Donc, il faut répertorier un certain nombre de ressources, un certain nombre de fiches de travail, et il faut cibler vraiment les objectifs, il faut cibler les différents supports qu'on va utiliser, etc. Et voilà, ça peut donner un sentiment de charge de travail assez importante. L'objectif du plan de travail, c'est vraiment favoriser le travail en autonomie de l'élève, favoriser également le travail d'équipe et favoriser également le travail en présentiel, distanciel, c'est-à-dire que même si on n'est pas en distanciel, on peut envisager le plan de travail en se disant, il y aura une partie faite à la maison, une autre partie faite en classe. Ça peut être envisagé également comme ça. Donc, ça veut dire que les devoirs qu'on donne peuvent être inclus dans ce fameux plan de travail. Le plan de travail, c'est aussi, comme le disait Gaëlle, il faut le présenter en amont aux élèves. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat d'apprentissage. Quand vous présentez votre plan de travail, vous allez présenter vos objectifs. Voilà ce que vous voulez atteindre à la fin de votre séquence. Et le plan de travail est un outil, est un guide pour que l'élève puisse y arriver. Ça peut être une tâche, hein, notamment en langue, vous travaillez beaucoup sur la tâche. Ça peut être également en histoire-géographie à accomplir à la fin de la séquence. Et ils doivent passer par différentes étapes pour pouvoir faire cette tâche-là. Je voudrais juste revenir, excuse-moi Lydia, sur le travail en amont. Dans un premier temps, comme pour ceux qui n'ont pas pratiqué, c'est bien de partir d'une séquence que déjà vous maîtrisez bien, vous avez déjà pas mal d'outils à votre disposition pour déjà tâtonner et expérimenter sur une petite partie de la séquence ou la séquence. Ça vous permet déjà d'être à l'aise dessus. Et puis, si possible, travailler en équipe parce que ça permet justement de partager le travail et c'est intéressant de travailler avec son binôme ou son équipe la construction de ce plan de travail qui peut se faire sous différentes formes, on reviendra dessus. Pardon Lydia. Ouais, alors pour rebondir sur ce que disait Gaëlle et qui était judicieux également sur le travail en équipe, alors pourquoi travailler en équipe sur un plan de travail ? Parce que vous habituez vos élèves à fonctionner de cette manière-là. Donc, si par exemple en histoire géo, ils fonctionnent avec un plan de travail, eh bien en mathématiques, vous pouvez construire avec votre collègue de maths également un modèle type de plan de travail qui sera adaptable dans vos deux disciplines. Et du coup, dans cette démarche d'apprentissage, l'élève est habitué, l'élève est formaté. Donc, vous allez gagner un temps fou dans la compréhension des consignes que vous allez donner. Vous allez aussi gagner du temps sur ce qu'on appelle le travail en autonomie. Et la mise en route. Et la mise en route. Et vous n'aurez pas cette espèce de période de flottement
qu'il peut y avoir lorsqu'on initie un plan de travail avec une classe qui n'a pas l'habitude de travailler avec un plan de travail. Il y a toujours un espèce de flottement où les élèves ne savent pas trop où ils vont ou quoi faire. Et vous avez 36 000 doigts qui se lèvent et en disant « mais madame, moi je fais quoi? Mais madame, moi je fais quoi ?» Donc, c'est vrai que les habituer petit à petit, travailler sur une, comme le disait Gaëlle, sur une séquence que vous appréciez, qui s'y prête, parce que toutes les séquences ne s'y prêtent pas non plus, où vous êtes relativement à l'aise, vous avez déjà quelques ressources, quelques produits sous la main, et mettre ça non pas forcément sur les 4 heures, mais sur peut-être 1 heure, voire une demi-heure sur 1 heure. Ça peut être intéressant pour petit à petit introduire cette démarche d'apprentissage. Ouais. Et puis ça permet de casser le rythme d'une séquence dans laquelle on a tendance à être habitué, l'élève, le prof. Donc ça casse le rythme et ça habitue les élèves aussi à se mettre dans un processus d'apprentissage qui est très intéressant. Et puis c'est intéressant de les observer de toute façon. Ce qui est intéressant également, là je reviens sur la partie rouge, donc c'est la validité, comment on valide des compétences. Donc on n'est plus simplement sur des compétences où l'élève doit connaître, donc des savoirs, connaître telle ou telle notion, on est vraiment aussi sur des compétences qui relèvent du savoir-être et du savoir-faire. Donc le plan de travail se prête bien à une évaluation par compétences. Et un travail transdisciplinaire en fait. Ah ouais, complètement. Donc, vous pouvez travailler, comme on le disait, en équipe, mais aussi, donc, du coup, certaines compétences que vous avez fait travailler avec vos élèves sont réexploitables parfaitement dans toute discipline et dans tout dispositif pédagogique. Par exemple, vous travaillez en plan de travail en anglais. Si l'élève a l'habitude de ça, si vous les mettez en projet sur un projet plus long, plus lourd, où il y a plusieurs disciplines qui rentrent en jeu, du coup, vous aurez déjà des élèves qui, d'emblée, vont s'approprier les outils que vous allez leur proposer. Ça donne aussi une diversité d'évaluation, parce qu'on est sur l'évaluation formative, sur des auto-évaluations, donc qui peut prendre plein de formes. Donc, cette évaluation, elle peut être présente sur le plan de travail. Cette évaluation peut être aussi sous forme de quiz ou, comme c'est indiqué sur la diapo, un questionnaire métacognitif. À vous de voir ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez différentes activités où vous allez mettre les élèves en activité, hein, les élèves vont choisir leur parcours d'apprentissage. Vous pouvez également leur donner des liens vers des exercices autocorrectifs. Alors, tout de suite, les gens, ne vous dites pas, oh, il va falloir que je crée plein de choses. Non, non, on trouve déjà plein de choses sur Learning Apps, etc., qui permet aux élèves finalement, après chez eux ou bien en cours, si vous avez la chance d'avoir des tablettes à disposition, à l'élève lui-même de vérifier s'il a bien compris les notions, s'il est capable de passer à autre chose, ou ça peut être tout simplement accès à des outils autocorrectifs en classe, ça peut être des boîtes à outils. Bref, ça vous permet en fait d'avoir une latitude assez importante et surtout, ça dégage du temps en fait pour, alors vous savez bien, on a des classes quand même très hétérogènes, donc les élèves qui sont déjà très autonomes, qui ont l'habitude de travailler en équipe, rapidement se mettent au travail, et puis il y a des élèves, justement, des fois on n'a pas forcément le temps, ça nous dégage du temps en fait pour des élèves qui ont besoin d'être mis en confiance, et puis le fait aussi de travailler des fois en coopération ou en collaboration justement avec les autres élèves, ça les met en confiance aussi parce qu'ils peuvent apporter des choses au groupe alors qu'ils ne vont pas oser forcément face à la classe et face aux profs. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que là, on parle de coopération, collaboration. Ça va aussi dépendre de la manière dont vous allez pouvoir… déjà, ça dépend du premier élément, c'est connaître ses élèves. Donc, généralement, on ne commence pas dès le mois de septembre avec un plan de travail. On regarde un petit peu, on évalue un petit peu le niveau de ses élèves et petit à petit, on peut les induire les induire, pas forcément. Les amener. Ouais, merci Gaëlle, je ne trouvais plus mon mot. On peut les encourager à être plutôt quelqu'un qui va être aidant, quelqu'un qui va demander de l'aide. Et on peut créer des petits groupes de travail comme ça. Et sur une même heure, vous pouvez avoir un même élève qui va changer de casquette, qui va être aidant sur certains points et qui peut être aidé sur d'autres points.
Alors, comme c'est mentionné sur la partie gauche de la diapo, vous avez une gestion du bruit qui va être plus importante, obligatoirement. Donc, c'est vrai que la position de votre classe dans l'établissement, si vous êtes entouré de salles, si l'insonorisation est bien faite, va jouer aussi un rôle dans la manière dont vous allez mettre en place votre plan de travail. Est-ce que vous allez pouvoir l'organiser spatialement ou pas ? À savoir faire des îlots, des groupes, des tables de travail individuelles, des tables de travail de groupe, des endroits où les élèves pourront écrire sur le tableau. Peut-être, peut-être pas. Le plan de travail peut très bien être mis en place sur une organisation type train, randonnion, ça dépend comment vous appelez ce type de classe. Vous n'êtes pas obligé de bouger les tables pour mettre en place un plan de travail. C'est au niveau de la gestion de la circulation plus facile quand on peut organiser l'espace. Mais si vous avez des contraintes parce que vous changez de salle, parce que vos collègues ne souhaitent pas que vous bougiez les tables ou parce que ça génère trop de bruit à chaque fois, vous pouvez garder la configuration de classe classique en frontale et quand même mettre en place un plan de travail. C'est tout à fait possible. Alors, un petit conseil, il faut au départ vraiment partir sur des consignes et des activités très simples. Souvent, au début, quand on présente ça, donc il y a forcément un moment de flottement pendant 15 minutes, mais si vos consignes sont très, très claires avec des activités où les élèves peuvent rapidement rentrer dans l'activité, au bout de 15 minutes, rapidement, les élèves vont se mettre au travail et vous allez avoir une gestion du bruit qui est beaucoup plus, qui est largement gérable, quoi. Moi, je sais que souvent, la mise en place d'un plan de travail au départ, ouais, il y a 15 minutes de flottement, le temps, allez, ils se racontent un petit peu leur petite vie et puis rapidement, en fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça y est, ils sont au travail et puis après, lorsque, moi, je le fais souvent sous forme de séquence, rapidement à l'heure du cours suivant, on rappelle ce qu'ils ont à faire dans l'heure, ils checkent, hein, c'est leur travail aussi quand ils arrivent en classe, hein, au cours suivant, ils checkent ce qu'ils ont à faire dans l'heure, ce qu'ils avaient à faire, où ils en sont et rapidement ils se mettent au travail. Donc commencez petit, hein, si on a un conseil à vous donner au départ, commencez petit sur des petites choses et puis rapidement vous allez créer des habitudes en fait. Et vous allez gagner du temps après par la suite, comme disait Lydia tout à l'heure. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir, comme le disait, une checklist, un retour des élèves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire un feedback avec ce type de plan de travail parce que ça vous permet de voir si ce que vous proposez fonctionne et ça permet aussi d'une mise en dialogue. C'est quand même le but recherché, c'est l'échange, c'est l'apprentissage, c'est la progression de l'élève et ce feedback fait partie au final du plan de travail. Tout à fait. Alors, du coup, on est passé à la diapo suivante. Pourquoi faire un plan de travail? Alors, pour différencier, hein, avant tout, ça permet, c'est ce que vous disait tout à l'heure, on va aller assez rapidement. Hein. Comme chaque élève a son outil, son plan de travail, son support hein, pour s'organiser. Donc, forcément, ça permet à chaque élève aussi de travailler à leur rythme. En fonction de, parce que parfois on peut proposer des plans de travail où ils peuvent ils organisent eux-mêmes les activités dans l'ordre où ils veulent les faire et ça permet à l'élève finalement de commencer par des activités dans lesquelles ils se sentent à l'aise et puis petit à petit revenir sur des choses pour lesquelles au départ ils pouvaient éventuellement être moins à l'aise et puis le fait d'avoir collaboré, coopéré avec les camarades parfois ça débloque certaines choses et donc ça permet de dégager du temps. Alors c'est vrai que les élèves, le retour qu'on peut avoir sur le plan de travail, souvent, les élèves sont contents parce qu'il y a cette autonomie hein, qui se met en place. Et ils ont l'impression d'avancer correctement. Alors, au départ, l'organisation n'est pas forcément facile, mais ça développe vraiment cette autonomie, cette organisation, qui ont souvent d'ailleurs, c'est beaucoup travaillé le plan de travail en primaire. Hein. Donc, c'est vrai que normalement, nos élèves de 6e arrivent et ils sont autonomes. Et en fait, on a tendance vraiment à perdre un petit peu cette autonomie parce qu'on veut tout cadrer à leur arrivée en 6e. Donc, mettre en réussite les élèves, hein, travailler à partir de l'erreur et ils osent souvent plus entre eux que parfois entre le prof et l'élève. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir un moment aussi plus proche d'eux et de travailler à partir de cette erreur.
Globalement, alors ce qu'ils aiment bien les élèves, hein, c'est ils savent où ils vont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a expliqué le plan de travail, vous avez ça à faire, donc avec les activités pour arriver à ça. Donc, ils ont une vue globale de ce qu'on veut leur faire travailler et globalement, rapidement, ils avancent dans leur projet et à leur rythme. Alors, pour les élèves qui ont tendance à se perdre très rapidement, c'est vrai que le plan de travail peut être donc c'est un outil pour l'élève et il est normalement il le possède au moment où il fait l'activité. C'est-à-dire que vous pouvez faire comme une checklist, à savoir, bon, pour aujourd'hui, vous voyez avec lui, tu dois faire la liste, tu dois réaliser l'activité 1 et tu dois faire des recherches pour passer à l'activité 2. Donc, ça vous permet aussi de cadrer les élèves qui s'éparpillent beaucoup. S'il a sa checklist à côté de lui, tu lui dis mais non, là tu es parti directement sur tes recherches sans avoir fait ton activité 1. Alors que moi, je veux que tu commences par l'activité 1 parce que tu vas apprendre des choses et ça va te permettre de passer à l'activité 2. Donc, le fait de lui donner ce plan de travail qu'il a à côté de lui, qui regarde où il en est, ça permet de le fixer également et ça permet aussi de faire un rappel des objectifs que vous voulez atteindre durant votre séance. Donc ça vous aide dans le passage des consignes et ça vous aide aussi à gérer cette multitude d'activités qui peut se dérouler et qui peut être bouillonnante autour de vous. Et ça individualise aussi le suivi de l'élève parce que vous allez avoir des élèves qui d'emblée vont suivre votre plan et vont le faire d'une manière très autonome. D'autres auront besoin à chaque fois que vous… De revenir dessus. De revenir dessus, de revoir avec eux s'ils sont à la bonne étape et de pouvoir valider pour passer à la deuxième étape. Donc ça permet cette différenciation, justement. Ouais, et donc soit il y a des profs qui utilisent des tableaux de progressivité, justement à côté du plan de travail. Moi personnellement, en fait, je liste en fait ce qu'ils ont à faire. Ça peut être aussi du travail facultatif et ils cochent en fait. Donc ça, c'est un petit carré en fait. Et donc ils cochent au fur et à mesure et donc ils avancent comme ça. Mais il faut leur donner un temps, par contre. C'est important de leur donner un temps. Vous avez tant de temps pour faire le travail qui est demandé. Donc, qui dit plan de travail ne veut pas dire l'élève tout seul face à son plan de travail. Comme disait Lydia, ça permet de différencier le travail, ça permet d'individualiser aussi chaque parcours pour les élèves. Donc, ils travaillent en individuel, et donc ils travaillent en autonomie, mais également ils travaillent en interaction avec les autres de la classe. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas… c'est aussi le point qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est intéressant de commencer le plan de travail quand vous avez une certaine vision de votre groupe classe, afin d'identifier les élèves plus ou moins à l'aise dans votre discipline et au départ de les nommer comme étant aidants dans vos organisations de groupes de travail. Et petit à petit, vous allez pouvoir bouger les lignes, mais c'est vrai que favoriser cette interaction d'élève à élève vous permet, vous, de vous décharger, permet de valoriser les élèves qui fonctionnent très bien, qui vont très vite, parce que du coup, ils prennent le temps de réexpliquer à des élèves qui fonctionnent plus lentement. Et donc, vous pouvez circuler pendant ce temps-là sur d'autres groupes. Donc, vous devenez vraiment ce qu'on appelle un médiateur à ce moment-là. Vous n'êtes plus l'enseignant qui donne son savoir à un groupe classe. Vous êtes celui qui remédie, celui qui reformule, celui qui donne des explications complémentaires. Des boîtes à outils éventuellement aussi pour les activités. Ouais. Et ça va vous permettre aussi de comprendre comment fonctionnent vos élèves. Par exemple, certains n'arriveront à se concentrer que seuls et auront besoin vraiment de travailler seuls et éventuellement d'aller en travail de groupe. Mais ça vous permet vraiment au niveau de la manière dont ils fonctionnent de pas simplement de différencier au niveau des exercices donnés ni des tâches données, mais vraiment de la manière dont ils aiment travailler, donc ils arrivent à se concentrer. Certains fonctionnent mieux en coopération, en collaboration, d'autres fonctionnent mieux en travail individuel.
ça permet aussi cette adaptation-là. Alors, on a une question, hein. Si le temps donné n'est pas respecté, il doit passer à l'autre activité impérativement. Tout dépend comment vous avez construit votre plan de travail. Moi, ce que je fais souvent, c'est-à-dire qu'ils ont des activités obligatoires, hein, donc ils ont un temps donné pour faire, c'est souvent sur une séquence, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, des activités obligatoires et des activités facultatives. Alors, c'est ce qui est le plus difficile à gérer, en fait. C'est-à-dire que finalement, il faut prévoir les activités obligatoires où tous vos élèves vont pouvoir le faire sur le temps donné, sur 2 heures, sur 3 heures. Et puis pour les élèves qui vont un petit peu plus vite, prévoir justement des activités facultatives sur lesquelles ils peuvent travailler pendant que les autres terminent tranquillement. L'objectif du plan de travail, c'est avant tout que l'élève puisse travailler aussi à son rythme. Qu'il ne soit pas tout le temps pressé par justement le cours le temps en fait. Hein. D'ailleurs, on a vu pendant le confinement, certains élèves étaient contents d'être confinés parce que justement, ils avaient le temps de travailler chez eux, ils prenaient le temps. En fait. Et souvent, c'est vrai qu'on veut absolument finir dans un temps, alors que là, le fait de prévoir sur 2 heures, 3 heures et prévoir des activités facultatives pour les élèves qui vont un peu plus vite, mais c'est ça qui est le plus difficile à gérer au départ quand on le construit. Alors, les activités... Je rebondis parce qu'il vous reste 4 minutes. Oui, ça va vite, ouais. Oui, je vais mettre du temps pour montrer peut-être un exemple et puis après, on va pouvoir passer dans les salles et voir d'autres exemples. Ouais. Donc, les compétences, bon, on a dit, un type d'activité à mener, la consigne, les lieux, les ressources, le temps pour chaque activité, c'est bien de l'indiquer. Alors, mettre des pictogrammes, ça permet aux élèves très rapidement de se repérer dans le plan de travail. Ah tiens, ils peuvent avoir accès à une vidéo ou bien un exercice en ligne qu'ils peuvent faire. Donc, des temps d'auto-évaluation, de réflexion, des aides pour avancer en autonomie, des ressources. Donc ça, de toute façon, vous retrouverez ça un peu plus tard. Et donc voilà un exemple de structure qu'on trouvait intéressante. Enfin moi, elle me parle parce que c'est vrai qu'avec Armel et puis Lydia, on a tous un cheminement et puis une structure qui nous convient ou pas. Et on trouvait que cette structure finalement était pas mal. Le thème de la séquence, vous voyez, alors ça peut être la séquence, la séance, avec un parcours commun, ça peut être votre plan qui est indiqué au milieu. J'ai appris le cours, les tests qui sont à disposition, les activités déconnectées, les exercices en plus pour les élèves qui vont travailler, date de clôture du plan. Après, ça peut être un bilan, c'est-à-dire que là, l'élève va faire son auto-bilan. Et puis après, ça peut être des ressources en plus, mais ça peut être intéressant. Après, ça peut être le vocabulaire qu'on va mettre obligatoire à savoir. Ça peut être une structure qui peut être dans laquelle vous pouvez vous trouver assez facilement, me semble-t-il. Après, il y a toute forme de plan de travail qu'on va vous montrer. Donc, vous voyez des exemples de plans de travail là avec en français, sur une séquence en français. On a l'objectif qui est noté tout en haut, écrire la critique du spectacle. Avec écrire un premier brouillon, vous avez la leçon 1, la leçon 2, avec différentes activités dans chaque. Et puis l'élève a accès pour aller plus loin, éventuellement des activités annexes, de façon à justement pouvoir faire son travail final. Voilà. Donc, comment faites-vous les corrections? Alors, vous pouvez les faire corriger entre élèves, les corrections. Vous pouvez les corriger, ça dépend le nombre d'exercices que vous donnez, mais ça peut être tout à fait faisable. Ça peut être des corrections en commun. À vrai dire, c'est à vous de voir. Ça fait partie du plan de travail, ça fait partie… L'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire savoir s'auto-corriger, en fait. Ouais. L'objectif, de toute façon, ça va être d'évaluer leurs compétences. Les compétences transversales, on n'est pas forcément dans quelque chose de chiffré. Et puis, éventuellement, vous allez récupérer éventuellement le travail final. Oui, vous avez la tâche finale qui peut être évaluée. C'est à vous d'envisager, tout à fait. Ou ça peut être des fiches déjà corrigées. Et une fois que l'élève a fini son exercice, il va chercher la correction qui est à disposition sur votre bureau ou sur un espace central que vous avez déterminé dans votre classe. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est un autre type de plan de travail. Là, format linéaire, en fait. Voilà, ici. Sur format linéaire. Et c'est pareil, il y a une auto-évaluation. Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est pas acquis? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai réalisé? Donc là, c'est sous forme de checklist un petit peu.
C'est ça qui est un petit peu difficile au départ, c'est-à-dire que, ah oui, mais s'il corrige pas bien, bah oui, mais ça fait partie de l'autonomie à un moment donné, c'est son travail d'élève, il doit corriger, ils peuvent corriger à plusieurs éventuellement, ils peuvent échanger également leurs activités. Il faut apprendre à lâcher un petit peu du lest en fait. Donc voilà, on vous présente d'autres plans de travail qu'on va reprendre. Donc ça peut être aussi, vous pouvez avoir les ressources, vous pouvez avoir les notions et contenus que vous avez vus en amont de votre préparation. Ça peut être aussi, voilà, construire. Se mettre en route avec un format un petit peu de classe inversée, c'est-à-dire qu'on demande aux élèves dans un premier temps de revenir sur une notion et pour justement construire le cours et revenir dessus, quoi. Alors oui, on peut mettre ça dès la 6e parce que comme Gaëlle le disait tout à l'heure, c'est déjà en place, ne serait-ce qu'en maternelle. Elle fonctionne comme ça. Oui. Et en primaire, elle fonctionne également, le primaire fonctionne également comme ça aussi. Donc, c'est vraiment des habitudes de travail qu'ils ont déjà. Et qu'on oublie en fait. Donc, quelques points de vigilance. On reviendra à la fin justement quand vous allez travailler avec Lydia justement sur le plan de travail et découvrir différents plans de travail qu'on vous a présentés. Mais on va vous laisser le temps justement de les observer. Donc, surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, expliciter les attentes, expliquer la façon de travailler aux élèves en présentiel, préparer les élèves à la façon d'apprendre en mode inversé. Des fois, il y a des vidéos à regarder, des exercices à faire. Le plan de travail, surtout revenir. Je check, qu'est-ce que j'ai à faire dans ma séance, qu'est-ce qu'il me reste à faire. Concevoir au départ des supports très simples, efficaces. C'est pour ça, partez sur quelque chose que vous maîtrisez, où vous avez pas mal d'activités, des choses simples qui fonctionnent bien, de façon à vous mettre à l'aise aussi. Faire des points étapes avec les élèves, ça c'est important. Délimiter le temps de travail en autonomie. Voire le préciser. Moi, je le précise sur mes plans de travail. Vous avez 30 minutes pour le faire. Alors après, on peut projeter le fameux sablier ou un chronomètre. Ça fonctionne très bien, ça aussi. Éviter de multiplier les outils. Ouais, vous n'êtes pas forcément obligé de travailler sur du numérique. Moi, j'ai pas de tablette, donc ils travaillent essentiellement à partir de fiches d'activité que j'ai préparées et puis de leur manuel ou bien si je suis avec la documentaliste, avec des outils à disposition au CDI qu'on va mettre à leur disposition. Et puis l'objectif, c'est pour gagner du temps, c'est vrai, c'est harmoniser avec ses collègues des autres disciplines, discuter, échanger, c'est important. Et après, en fonction de la manière dont ils ont mis en place leur plan de travail, soit ça vous parle pas. Mais il ne faut pas rentrer dans un plan de travail qui ne vous correspond pas. Si vous n'êtes pas à l'aise dans un plan de travail, vous allez voir, on va vous en présenter. Moi, il y en a certains, je ne m'y retrouve pas, alors que d'autres, ça me parle tout de suite. Il faut que vous soyez à l'aise, pour être à l'aise après avec vos élèves, bien sûr. Alors, d'où sortez-vous vos fiches? D'un peu partout, d'une veille qu'on a fait, de recherche, voilà. Ah bah oui, c'est des fiches d'activité que je fabrique avec ma collègue, avec ma collègue d'histoire-géographie. On travaille ensemble, c'est vraiment un travail collaboratif et le plan de travail, on a mis vraiment pour élaborer un plan de travail sur une séquence parce qu'au départ, maintenant on en trouve, mais il y a 3 ans, on n'en trouvait pas du tout sur Internet. On a bien mis 1 an avant d'arriver à trouver une structure qui nous convenait à peu près. Et maintenant, l'avantage maintenant, c'est qu'on entend parler, on voit plein d'exemples. Et d'ailleurs, on vous a mis en ressources, on est tombé justement sur une ressource avec plein d'exemples de plans de travail dans différentes matières, qui est une mine d'or. Alors après, c'est vrai que ce que je disais à Lydia et Armelle, des fois, ça fait un peu peur parce qu'il y a des gens qui font des choses merveilleuses que vous pouvez reprendre sur Geniali et tout, qui sont vraiment fabuleux, quoi. Vous avez déjà plein de choses. Ouais. Quand on se lance dans cette pédagogie, en tout cas, c'est vraiment la technique des petits pas, quoi. Se dire, je commence petit sur peut-être 1 ou 2 séances, un morceau de séquence, un cours, je teste avec peut-être une vidéo ou pas, mais vraiment se donner le temps. Je pense qu'il faut presque, j'allais dire 1 année pour finaliser quelque chose qui nous plaise à peu près.
pour une séquence complète, on va dire, ou pour un morceau de séquence. Bon, il y a un outil que j'aime bien, là, qui est positionné, c'est Edpuzzle. On demandait là où on trouve nos ressources. Moi, j'utilise beaucoup des vidéos déjà faites. Voilà, oui, je suis un moi petit peu aussi. flemmarde. Et donc, il y a, nous, en particulier en mathématiques, il y a un site qui s'appelle Mathétique avec des vidéos qui sont déjà extrêmement bien faites. Et parfois, c'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre. Et le site Edpuzzle, alors il faut se créer un compte, mais il permet non seulement de télécharger la vidéo, de plus avoir le lien YouTube quand on le donne aux élèves, ce qui peut être parfois bloquant avec certains ENT, et ça permet surtout de découper la vidéo et de mettre des questions dans la vidéo, des petits quiz ou des questions ouvertes. Et donc c'est pour ça qu'on disait que ça appelle à l'engagement, puisque ça oblige les élèves en fait à être attentifs à la vidéo. Alors faut pas des vidéos de plus de 3 minutes souvent, hein. Mais voilà, un petit quiz, un petit QCM dans la vidéo, bah, ça permet aux élèves d'être plus attentifs. Alors, il y a une question, hein, est-ce qu'il n'y a pas un risque de bavardage et de ne pas se mettre au travail pour l'élève, puisque c'est avant tout de l'autonomie? Alors, ce qui est bien en début d'année, c'est, nous on vient d'avoir une formation avec Armelle, c'est vrai qu'on en discutait l'autre jour pour le travail de groupe, c'est bien de demander en début d'année aux élèves avec qui ils aiment bien travailler, et des élèves avec lesquels éventuellement, il faut surtout pas les mettre en groupe en fait, sans leur demander forcément la raison, de façon justement à créer des groupes déjà où les élèves sont dans le travail, quoi, et ils savent qu'ils peuvent compter sur quelqu'un. Et rapidement, en fait, vous allez vous rendre compte que de toute façon, il y a une tâche finale à faire. Donc après, les élèves qui ne veulent pas se mettre au travail, de toute façon, à un moment donné, ils vont être obligés de le faire puisque ça avance, et c'est eux, s'ils n'avancent pas, bah, ils seront pénalisés à un moment donné ou à un autre, puisqu'on les évalue non pas seulement sur une tâche finale, mais aussi sur leurs compétences. Ça, il ne faut pas l'oublier. On les évalue dans leurs compétences transdisciplinaires aussi, hein. Le plan de travail aussi, c'est pas forcément à faire en groupe, c'est-à-dire que si vous avez des élèves qui ne travaillent pas, dès que vous les mettez en groupe, systématiquement, ils comptent sur le groupe pour faire le travail, il faut bien vous dire que vous pouvez faire une évaluation individuelle, même en travaillant en groupe. De même que sur une organisation de plan de travail, vous pouvez laisser des élèves travailler en groupe et vous pouvez aussi mettre des élèves en travail individuel. C'est pas compatible. Donc, si effectivement, dans les premiers temps, le temps de gérer le groupe, c'est une nouvelle structure, vous risquez d'avoir du bruit, ça, oui, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que c'est gênant? Et puis, au fur et à mesure, vous allez remédier. Vous allez vous dire, bah là, ça a dysfonctionné, donc je vais faire autrement. Voilà, faut pas avoir peur du fait que ça ne réussisse pas du premier coup. Effectivement, au départ, c'est un petit peu… on tâtonne, hein. Ah, complètement, oui. Ça déstabilise un petit peu. On tâtonne, et moi, c'est vrai que de plus en plus, en fait, après on connaît bien nos élèves, on va mettre les élèves qui sont assez autonomes, qui aiment bien avancer dans le travail ensemble, et puis les élèves qui ont tendance à attendre que le travail se fasse par les autres, et ben on les met ensemble, et puis d'un seul coup, ils se retrouvent tous ensemble et ils se disent « Ah, bah, il n'y a personne pour faire le travail. Bon, bah, on va être obligé d'y aller. » Voilà. Alors, l'outil dont parlait Gaëlle, c'est bien le sociogramme. Voilà, il y a Nicolas. Ah, c'est Nicolas, oui. Ouais. Voilà, merci Nicolas. Donc, c'est un outil qui est généralement utilisé vers le mois d'octobre, une fois que le groupe classe commence à se constituer avec les interactions, les affinités. Et là, vous pouvez même identifier, ne serait-ce qu'en professeur principal, s'il y a un élève qui est rejeté dans la classe. Avec un sociogramme, ça se voit très, très rapidement. Parce que vous demandez à chaque élève de choisir 3 ou 4 personnes avec qui il peut travailler et dont une avec qui il ne peut absolument pas travailler. Et quelqu'un qui est rejeté dans la classe ne sera désigné par personne. Voilà. Ou sera rejeté. Donc, j'espère qu'on a répondu déjà à vos questions. Oui, on est en retard. Il est 14h39, je vous propose qu'on crée les salles, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont arrivées entre-temps et qui ont déjà expérimenté.